La nuit des temps de René Barjavel. Deuxième lecture. Je ne suis pas un technicien, je ne mesure pas mes malades, le moins possible. J'essaye plutôt de les comprendre, mais il faut pouvoir, je suis un privilégié. Mon père, qui était médecin à Puteaux, voyait défiler plus de 50 clients par jour dans son cabinet. Comment savoir ce qu'ils sont, ce qu'ils ont? 5 minutes d'examen, la pince à perforer, la carte, la machine à diagnostic, l'ordonnance imprimée, la feuille SS, le timbre payant, coup de tampon, c'est fini, allez vous rhabiller, au suivant. Il haïssait sa profession, telle que lui et ses confrères étaient obligés de l'exercer. Quand l'occasion s'est présentée pour moi de venir ici, il m'a poussé dans le dos de toutes ses forces. Vas-y, vas-y. Tu auras une poignée d'hommes à soigner, un village, tu pourras les connaître. Il est mort l'année dernière, épuisé. Son cœur l'a laissé tomber. Je n'ai pas même eu le temps d'être là. Il n'avait sans doute jamais pensé à se perforer sa petite carte personnelle, à la glisser dans la fente de son médecin électronique. Mais il avait pensé à m'apprendre certaines choses que lui avait apprises son père, médecin en Auvergne. Par exemple, à tâter le pouls, à regarder une langue et le blanc d'un œil. C'est prodigieux ce que le pouls peut apprendre sur l'intérieur d'un homme. Non seulement sur l'état momentané de sa santé, mais sur ses tendances habituelles, son tempérament et même sur son caractère, selon qu'il est superficiel ou enfoncé, agressif ou introuvable, unique ou doublé, étalé ou pointu, soyeux ou râpeux, selon qu'il passe tout droit ou qu'il fait le dos rond. Il y a le pouls du bien portant et celui du malade. Il y a aussi le pouls du sanglier et celui du lapin. J'ai aussi, bien entendu, comme tous les médecins, un diagnostiqueur et de petites cartes. Quel médecin n'en a pas? Je m'en sers pour rassurer ceux qui ont plus confiance dans la machine que dans l'homme. Ici, heureusement, ils ne sont pas nombreux. Ici, l'homme, ça compte. Lecture du chapitre suivant. Quand Brivaut avait quitté la ferme de son père pour faire à Grenoble des études qui le passionnaient, il avait placidement bousculé les programmes et enjambé les étapes. Sorti premier de l'école électronique, avec un an d'avance, il aurait pu transformer son diplôme d'ingénieur en un pont d'or vers n'importe quelle grande industrie du monde. Il avait choisi la base Victor, sans pont d'or, parce que, expliquait-il au docteur Simon, son ami, faire de l'électronique, ici, c'est marrant. On est à 2 doigts du pôle magnétique, en plein va-et-vient des particules ionisées, en plein souffle du vent solaire, et des tas de trucs encore qu'on connaît pas. Ça fait une salade intéressante, on peut bricoler. Il écartait les bras à l'horizontale et agitait les doigts, comme pour inviter les courants mystérieux de la création à pénétrer dans son corps et à le parcourir. Simon souriait, l'imaginant. Neptune de l'électronique, debout au pôle, ses cheveux plantés dans les ténèbres du ciel, sa barbe rouge plongée aux flammes de la terre. Ses bras tendus dans le vent perpétuel des électrons, distribuant à la nature les flux et les influx vivants de la planète mère. Mais c'était dans le bricolage qu'il manifestait une sorte de génie. Ses gros doigts poilus étaient incroyablement adroits, et sa science, associée à un instinct infaillible, lui disait exactement ce qu'il fallait faire. Il sentait le courant, comme les bêtes sentent l'eau, et ses doigts, immédiatement, lui fabriquaient le piège efficace. 3 bouts de fil, un circuit, 3 grenailles semi-conduites, il tordait, il assemblait, collait, soudait, une bulle de fumée, une odeur de résine, et ça y était, un cadran se mettait à vivre. Une arabesque palpitait dans l'épaisseur de l'écran. Le problème que lui posa Lancieux n'en était pas un pour lui. En moins d'1 heure, il avait trafiqué les 3 sondeurs classiques et les équipes repartaient. Ce qu'elles allaient chercher
étaient tellement effarants qu'elles étaient persuadées de revenir bredouille. À part Lancieux, qui connaissait bien son appareil, tout le monde pensait que la petite ligne ondulée était l'effet d'un caprice du nouveau sondeur. Un fantôme, comme disent les gens de la télévision. Le soleil se laissait entamer par la montagne de glace quand ils revinrent. Tout était bleu. Le ciel, les nuages, la glace, la buée qui sortait des narines, les visages. L'anorak rouge de Bernard avait la couleur d'une ketch. Il ne revenait pas bredouille. La ligne ondulée s'était inscrite sur leur bande enregistreuse, sous la forme d'une ligne droite. Moins détaillée, elle avait perdu sa petite fissure, mais elle était là. Ils avaient bien trouvé ce qu'ils étaient allés chercher. En comparant leur relevé et celui de Lancieux, Gray avait pu localiser un point précis du sol sous glaciaire. Il en projeta le fil sur l'écran du Snowdog. Cela semblait représenter un morceau d'escalier gigantesque, renversé et brisé. « Mes enfants, dit Gray d'une voix blanche, là il y a... » Il tenait dans sa main gauche un papier qui tremblait. Il se tut, se racla la gorge, sa voix ne voulait plus sortir. Il frappait l'écran avec son feuillet qui se froissait. Il avala sa salive et il éclata. « Bon Dieu, merde, c'est de la folie, mais ça existe. Les 4 sondeurs peuvent pas déconner tous les 4. Non seulement il y a des ruines de je ne sais quoi, mais au milieu de cette caillasse, là, à cet endroit, là, juste là, il y a un émetteur d'ultrasons qui fonctionne. » Lecture du chapitre suivant. C'était ça, la petite ligne mystérieuse. C'était l'enregistrement du signal envoyé par cet émetteur qui fonctionnait, selon toute logique, depuis plus de 900 000 ans. C'était trop énorme à avaler. Ça dépassait l'histoire et la préhistoire. Ça démolissait tous les credos scientifiques. Ce n'était plus à l'échelle de ce que les hommes savaient. Le seul qui accepta l'événement avec placidité, c'était évidemment Briveau. Le seul qui fût né et eût été élevé à la campagne. Les autres, dans les villes, avaient grandi au milieu du provisoire, de l'éphémère, de ce qui se construit, brûle, s'écroule, change, se détruit. Lui, au voisinage des roches alpines, avait appris à compter grand et à envisager la durée. « Ils vont tous nous prendre pour des fous, dit Gray. » Il appela la base par radio et demanda à l'hélicoptère pour ramener le groupe d'urgence. Mais il avait oublié la rougeole. Le dernier pilote disponible venait de se coucher. « Il y a André qui va mieux, dit le radio de la base. Dans 3 ou 4 jours, on pourra vous l'envoyer. Mais pourquoi vous voulez rentrer? Qu'est-ce qui se passe? Il y a le feu à la banquise ?» Gray coupa. Cette plaisanterie stupide avait un peu trop servi. 10 minutes plus tard, le chef de la base, Pontaillé lui-même, rappelait très inquiet. Il voulait savoir pourquoi la mission voulait rentrer. Gray le rassura, mais refusa de lui dire quoi que ce fût. « Il ne suffit pas que je te le dise. Il faut que je te le montre, dit-il. Sans quoi tu penseras que nous sommes tous tombés sur la tête. Envoie-nous chercher dès que tu pourras. » Il raccrocha. Quand l'hélicoptère arriva au point 612, 5 jours plus tard, Pontaillé était dedans et fut le premier à sauter à terre. Les hommes de Gray avaient passé ces 5 jours-là dans une excitation et une joie croissantes. Fini la stupeur due au premier choc. Ils avaient accepté les ruines, accepté l'émetteur, les avaient fait leurs. Leur mystère même et leur invraisemblance les exaltaient comme des enfants qui entrent dans une forêt où les fées existent vraiment. Ils avaient accumulé les relevés et les enregistrements. Bernard, sur les coordonnées fournies par les appareils, travaillait à une sorte de plan cavalier, plein de manques et de parties blanches, mais qui prenait déjà l'allure d'un paysage fantastique, minéral, désert, brisé, inconnu, mais humain. Briveau avait trafiqué un magnétophone et l'avait accouplé à l'enregistreur du nouveau sondeur. Il obtenait une bande magnétique qu'il convia.
ses camarades à écouter. Ils n'entendirent rien, puis rien, et encore rien. « Y a des clous sur ton bidule, grogna Éloi. Brivaut sourit. « Tout est dans le silence, dit-il. Vous ne pouvez pas entendre les ultrasons, mais ils sont là, je vous le garantis. Pour les entendre, il faudrait un réducteur de fréquence. Je n'en ai pas. Il n'y en a pas à la base. Il faudra aller à Paris. » Il faudra aller à Paris. Ce fut également la conclusion de Pontaillet quand il eut été mis au courant, qu'il eut refusé, puis accepté enfin l'évidence de la découverte. On ne pouvait même pas parler de ça par radio, avec toutes les oreilles du monde qui écoutent jour et nuit les secrets et les bavardages. Il fallait porter tous les documents au siège à Paris. Le chef des expéditions polaires déciderait de les communiquer à qui ou qui. En attendant, chacun devait se taire. Comme disait Éloi, ça risquait d'être quelque chose de fumant. Lecture du chapitre suivant. Je l'ai pris, l'avion de Sydney, avec 2 semaines de retard, et le désir de revenir très vite. Je n'étais plus du tout tracassée par le désir du café crème, vraiment plus. Il y avait là, sous la glace, quelque chose de bien plus excitant que l'odeur des petits matins sur les Parisiens mal débarbouillés. L'avion est monté sur son souffle comme une bulle de plastique sur un jet d'eau. Il a tourné un peu sur place à la recherche de son cap, puis il a poussé un hurlement et a giclé vers le nord et vers le haut, à 50 degrés de pente. Malgré les sièges basculants et rembourrés, comme des nourrices, ça fait un drôle d'effet de monter à une telle inclinaison et à une telle accélération. Mais c'est un avion qui ne transporte que des endurcis, et qui ne risque pas de casser des vitres au sol avec ses bangs. Alors, les pilotes s'en payent. Ils m'emportaient avec mes cantines et ma serviette, celle-ci contenant, outre ma brosse à dents et mon pyjama, les microfilms des relevés et du plan cavalier de Bernard, la bande magnétique et des lettres de Gray et de Pontaillet authentifiant tout cela. J'emportais aussi, sans m'en douter, le virus de la rougeole, qui allait faire le tour de la Terre, sous le nom de rougeole australienne. Les labos pharmaceutiques ont fabriqué en toute hâte un nouveau vaccin. Ils ont gagné beaucoup d'argent. Je ne suis arrivée à Paris que le surlendemain. J'ignorais qu'il était devenu difficile de traverser les océans. Dans notre isolement de glace, nous avons oublié les haines misérables et stupides du monde. Elles s'étaient encore enflées et raidies pendant ces 3 années. Leur monstrueuse imbécilité évoquait pour moi des chiens énormes, enchaînés les uns en face des autres, chacun tirant sur sa chaîne en râlant de fureur et ne pensant qu'à la rompre pour aller égorger le chien d'en face, sans raison, simplement parce que c'est un autre chien, ou peut-être parce qu'il en a peur. Je lus les journaux australiens. Il y avait de petits incendies bien entretenus un peu partout dans le monde. Ils avaient grandi depuis mon départ pour l'Antarctique. Et ils s'étaient multipliés, sur toutes les frontières, à mesure que se levaient les barrières douanières, des barrières policières les remplaçaient. Débarqué sur l'aérodrome de Sydney, je ne fus autorisé ni à en sortir, ni à en repartir. Il manquait je ne sais quel visa militaire à mon passeport. Il me fallut 36 heures de démarche furieuse pour pouvoir prendre enfin le jet à destination de Paris. Je tremblais qu'ils ne missent le nez dans mes microfilms. Qu'est-ce qu'ils auraient imaginé? Mais personne ne me demanda d'ouvrir ma serviette. J'aurais pu aussi bien transporter des plans de base atomique. Ça ne les intéressait pas. Il fallait le visa. C'était la consigne, c'était stupide, c'était le monde organisé. Lecture du chapitre suivant. Dès que Simon eut déballé le contenu de sa serviette, Rochefou, le chef des expéditions polaires françaises, prit les choses en main, avec son énergie habituelle. Il avait près de 80 ans, ce qui ne l'empêchait pas de passer chaque année quelques semaines à proximité de l'un ou l'autre pôle. Son visage, couleur brique, casqué de cheveux courts d'un blanc éclatant, ses yeux bleu ciel, son sourire optimiste, le rendaient idéalement photogénique à la télévision, qui ne manquait pas une occasion de l'interviewer, de préférence en gros plan.
Ce jour-là, il les avait convoquées toutes, celles du monde entier, et toute la presse. À la fin de la réunion de la commission de l'UNESCO, il avait décidé que le secret avait assez duré. Il avait l'intention de secouer l'UNESCO comme un fox terrier secoue un rat, pour obtenir l'aide nécessaire et tout de suite. Dans le grand bureau du 7e étage, des monteurs du Centre national de recherche scientifique achevaient d'installer des appareils sous la direction d'un ingénieur. Rochefou et Simon, debout devant la grande fenêtre, regardaient deux officiers trotter sur des chevaux à cajou dans la perspective rectangulaire de la cour de l'école militaire. La place Fontenoy était pleine de joueurs de pétanque qui soufflaient dans leurs doigts avant de ramasser leurs boules. Rochefou grogna et se détourna. Il n'aimait ni les oisifs ni les militaires. L'ingénieur l'informa que tout était prêt. Les membres de la commission commencèrent à arriver et à prendre place le long de la table face aux instruments. Ils étaient 11, 2 noirs, 2 jaunes, 4 blancs et 3 allant du café au lait à l'huile d'olive. Mais leurs 11 sangs mêlés dans une coupe n'eussent fait qu'un seul sang, rouge. Dès que Rochefou commença à parler, leur attention et leur émotion furent uniques. 2 heures plus tard, ils savaient tout. Ils avaient tout vu, ils avaient posé 100 questions à Simon et Rochefou concluait, en montrant sur un écran un point de la carte qui était projeté. Là, au point 612 du continent antarctique, sur le parallèle 88, sous 980 mètres de glace, il y a les restes de quelque chose qui a été construit par une intelligence, et ce quelque chose émet un signal. Depuis 900 000 ans, ce signal dit « Je suis là, je vous appelle, venez ». Pour la première fois, les hommes viennent de l'entendre. Allons-nous hésiter? Nous avons sauvé les temples de la vallée du Nil, mais l'eau montante du barrage d'Assouan nous poussait au derrière. Ici, évidemment, il n'y a pas nécessité, il n'y a pas urgence, mais il y a quelque chose de grand. Il y a le devoir de connaître, de savoir. On nous appelle. Il faut y aller. Cela demande des moyens considérables. La France ne peut pas tout faire. Elle fera sa part. Elle demande aux autres nations de se joindre à elle. Le délégué américain désirait quelques précisions. Rochefou le pria de patienter. Ce signal, vous l'avez vu sous la forme d'une simple ligne inscrite sur un quadrillage. Maintenant, grâce à mes amis du CNRS, qui l'ont ausculté de toutes les façons possibles, je vais vous le faire entendre. Il fit un signe à l'ingénieur qui mit un nouveau circuit sous tension. Il y eut d'abord, dans l'écran de l'oscilloscope, une ligne lumineuse, raide, comme le mi d'un violon, tandis qu'il éclatait un sifflement suraigu qui fit grimacer Simon. Le noir le plus noir passa une langue rose sur ses lèvres crevassées. Le blanc le plus blond mit son auriculaire droit dans son oreille et l'agita violemment. Les 2 jaunes fermèrent complètement les fentes de leurs yeux. L'ingénieur du CNRS tourna lentement le bouton. Le suraigu devint aigu, les muscles se détendirent, les mâchoires se décrispèrent. L'aigu baissa en miaulant. Le sifflement devint un trill. On commençait à tousser, à se racler la gorge. Sur l'écran de l'oscilloscope, la ligne droite était maintenant ondulée. Lentement, la main de l'ingénieur faisait descendre au signal, de l'aigu au grave, toute l'échelle des fréquences. Quand il parvint à la limite des infrasons, ce fut comme une masse de feutre frappant toutes les 4 secondes la peau d'un tambour gigantesque. Et chaque coup faisait trembler les os, la chair, les meubles, les murs de l'UNESCO jusque dans leurs racines. C'était pareil au battement d'un cœur énorme, le cœur d'une bête inimaginable, le cœur de la terre elle-même. Fin de cette lecture, on va maintenant la résumer. On va résumer la 2e lecture qu'on a faite de
La nuit des temps de Barjavel. On a 5 petites parties qui s'alternent entre des parties en italique qui sont le récit du docteur Simon et des parties qui sont plutôt de la narration. D'abord, dans la première petite partie, c'est le docteur Simon qui parle. Il dit que son père était médecin avant lui, mais on a l'impression que, en fait, tout est fait de façon assez froide. Il y a 5 minutes par patient que le médecin peut accorder et le diagnostic est fait avec une machine. Le docteur Simon, son père qui était médecin avant lui, ne supportait pas. Il dit que tous les médecins détestaient leur métier parce que diagnostiquer un patient en 5 minutes avec une machine, c'est inhumain et c'est très frustrant. Et son père est décédé l'année passée. Il est décédé et du coup, le docteur Simon demande avec ironie, est-ce que lui-même n'a pas utilisé sa machine pour se faire diagnostiquer? Est-ce qu'il n'a pas mis sa petite carte dans le lecteur? Donc lui, le docteur Simon, il a eu l'occasion de partir dans un petit village au pôle Nord pour pouvoir exercer et son père l'y a fortement encouragé parce qu'il lui a dit que c'était une chance de partir dans un petit groupe parce qu'il aurait du temps à accorder à chaque homme. Et du coup, le docteur Simon dit que lui, il peut faire le travail de la façon qu'il aime, entre autres en prenant le pouls des gens. Et il dit qu'il peut diagnostiquer les gens en fonction de leur pouls. Bon, ça me paraît peut-être un petit peu excessif, mais en tout cas, ce qui est important pour lui, c'est qu'il a du temps à consacrer à chaque personne. Le passage suivant va nous parler de Briveau. On se rappelle de Briveau, c'est celui qui vivait en Auvergne dans une ferme et il s'est avéré être quelqu'un de très intelligent. Donc il a quitté la ferme, il a quitté son père pour partir faire des études. Apparemment les études aussi, c'est dans une espèce de boîte électronique qu'on fait des études dans ce monde futuriste et en un an, il avait réussi brillamment. Il aurait pu travailler pour l'industrie et avoir beaucoup d'argent. Mais le Briveau, c'est lui qui a choisi d'aller dans les pôles pour faire de la recherche. Parce que c'est un grand ingénieur, c'est quelqu'un qui est absolument très débrouillard, qui est capable de fabriquer des machines avec presque rien et qui s'en sort toujours pour réussir un petit peu des exploits. Et Briveau, lui, tout de suite, quand ils se sont mis à capter des choses étranges, les autres ont été réticents, ils ont pensé que c'était une erreur des machines, mais Briveau, lui, tout de suite, il y a cru. Il a dit, il y a vraiment sous terre quelque chose qui existe depuis 900 000 ans, enfin sous la glace plutôt, et qui a été construit par les hommes. Donc il refait tous les calculs et ils envoient 5 sondeurs différents et il dit c'est possible que le nouveau matériel de sondage ait fait une erreur, mais c'est pas possible que tous les sondeurs fassent tous la même erreur. Donc dans le chapitre suivant, ils ont dessiné ce qu'ils arrivent à sonder sous la glace. Ça ressemble à un escalier cassé et renversé et tout un tas d'espèces de ruines géantes qui seraient sous la glace. Et il y a aussi un point qui émet des ultrasons. Alors ils se disent quand même qu'il va falloir appeler la base. Donc il y a Gray par exemple, c'est un autre personnage qui n'y croit pas du tout, enfin qui finit par y croire parce que vraiment toutes les machines apportent le même résultat, mais qui s'inquiète, qui se dit que les autres ne le croiront pas et qu'il va passer pour un fou. En tout cas, ils appellent leur chef qui s'appelle Pontaillé et le chef met plusieurs jours à venir parce qu'il y a la rougeole à la base. On se rappelle, on l'a lu dans les chapitres précédents, qu'il y a une épidémie de rougeole. Quand le chef arrive, ils n'ont pas voulu lui parler par radio parce que c'est quelque chose de trop important et ils sont sur écoute. Et le chef, quand il va voir ça, il va dire tout de suite, il faut qu'on aille à Paris parce que ce qu'on a découvert est trop exceptionnel et si on le dit par les moyens de communication, ça va être intercepté par des espions. Donc du coup, ils mettent tout ça par écrit, ils impriment des papiers, des microfilms, ils donnent tout ça au docteur Simon et c'est lui qui doit aller à Paris pour exposer ce qu'ils ont trouvé. La partie suivante, c'est de nouveau écrit en italique, donc c'est encore une fois le docteur Simon qui raconte. Alors cette partie, elle est un peu intéressante parce qu'on va voir comment est le monde futur dans le roman de Barjavel. Donc il commence par monter dans un avion qui va passer à Sydney. Cet avion, il est très spécial parce que il gicle vers le haut comme ça d'un coup à toute vitesse, mais c'est un avion que prennent les scientifiques et les gens qui sont un petit peu des durs à cuire, donc ça les secoue un peu dans tous les sens, et il finit par se retrouver en Australie. Là-bas, il y a beaucoup
de formalité et on a l'impression que les frontières sont vraiment des points compliqués. Il y a des incendies dans les frontières, on ne comprend pas trop pourquoi, des incendies entretenus. Apparemment, c'est pour empêcher les gens de passer. Et quand on veut aller d'un pays à l'autre, il faut avoir des visas militaires, tout un tas de choses. C'est un petit peu surprenant parce que c'est quand même un livre qui a été écrit en 68. Donc c'était quand même il y a 50 ans et à l'époque, les frontières n'étaient pas aussi verrouillées que maintenant. Donc là, il a un petit peu quand même vu juste dans l'anticipation. Et en plus, il ramène avec lui un virus qui est le virus de la rougeole. Alors là, c'est vraiment de l'anticipation par rapport à ce qu'on vit maintenant avec le corona. Il dit même que son virus qu'il a ramené, c'est appelé du coup la rougeole australienne qu'il avait ramené du pôle. Et il a fallu créer un nouveau vaccin pour lutter contre cette rougeole qu'il aura transportée jusque Paris. En tout cas, lui qui vient de passer 3 ans dans le pôle, il n'avait pas anticipé par contre, Barjavel, qu'à l'époque d'Internet, même si on est au pôle, on sait toujours ce qui se passe dans le reste du monde. Il retrouve la civilisation et il se rappelle que tous les pays sont un petit peu en guerre les uns contre les autres. Il dit que c'est comme des chiens enchaînés qui tirent sur leur chaîne et qui n'ont qu'un seul désir, c'est que leur chaîne se brise pour aller sauter à la gorge du chien en face et le tuer. Et ils ne savent pas pourquoi ils se battent, simplement parce que ce sont des chiens ou peut-être simplement parce qu'ils ont peur. Ça, c'est les pensées du docteur Simon. Ensuite, la dernière partie qu'on a lue dans cette lecture se passe à l'UNESCO. On va découvrir un nouveau personnage, c'est Rochefou. Rochefou, c'est le chef des expéditions polaires françaises. C'est un homme de 80 ans qui continue à être très actif. D'ailleurs, à un moment, il regarde par la fenêtre, et il y a des gens qui jouent aux boules, et il y a des militaires qui défilent, et lui, il tourne la tête d'un air fâché parce qu'il n'aime ni les oisifs, ni les militaires. Et Rochefou, il a convoqué toute la presse, parce qu'il a fait une demande à l'UNESCO, qui est composée de gens qui viennent de différents pays. Alors, c'est décrit par Barjavel comme étant des noirs, des jaunes, des blancs. Voilà, c'est son vocabulaire à lui, ça a un petit peu changé aussi, on n'utilise plus vraiment le même vocabulaire maintenant, mais bon, c'est comme ça. En tout cas, il raconte que tous ces gens sont réunis et qu'ils mettent du temps à se décider si oui ou non ils vont financer cette recherche qui demande d'explorer comme ça en dessous de la banquise et qui coûtera une fortune. Et comme ils sont trop longs à se décider, eh ben ce chef qui s'appelle Rochefou, il a convoqué la presse et il va dire à la presse ce qu'ils ont découvert. Donc là, cette partie, c'est la réunion qui se passe avant la conférence de presse, dans laquelle il demande encore une dernière fois s'ils veulent bien financer son expédition aux gens de tous les pays qui sont présents dans cette grande salle de l'UNESCO. Et pour les convaincre, il va leur faire écouter le signal qui a été capté sous la banquise, qui était un ultrason, on se rappelle dans les chapitres précédents. Il va le faire écouter et il va en même temps le faire découvrir au lecteur. Donc en fait, ce son, c'est un espèce de battement de cœur énorme qui bat un coup sourd toutes les 4 secondes. Voilà, fin du résumé de cette deuxième lecture.